Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec un sujet que nous traitons régulièrement dans l'émission. Comment améliorer la culture financière des Français? Comment amener toujours plus de pédagogie financière? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Smart Patrimoine Philippe Bruno. Tout d'abord, bonjour Philippe Bruno. Bonjour Nicolas. Président du Cercle des Fiscalistes. Et nous avons le plaisir d'accueillir également à vos côtés Éric Pinon. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Président d'honneur de l'AFG, en charge notamment des sujets pédagogie financière au sein de l'AFG. Toujours. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est qu'il y a ce constat, messieurs, que les Français n'ont toujours pas atteint peut-être le niveau de culture financière suffisant pour réaliser des placements, des investissements de la manière la plus éclairée possible. Peut-être Philippe Bruno pour commencer. La première chose qu'il faut dire, c'est que l'illettrisme financier se surajoute à l'illettrisme tout court. Il y a en France un illettrisme qui est comptabilisé par l'INSEE à peu près 2,5 millions de personnes, ce qui n'est pas rien. Et bien évidemment, ces gens-là souffrent d'illettrisme financier par définition. Mais en plus, on se surajoute à cela l'illettrisme financier. L'illettrisme tout court, c'est ne pas maîtriser les règles, les mécanismes de lecture, d'écriture et de calcul. Bien sûr. L'illettrisme financier, c'est à l'étage au-dessus, si vous me permettez l'expression. C'est le fait de ne pas maîtriser des concepts de gestion de budget, première chose. D'accord. Les ressources, les flux, c'est-à-dire l'argent qui rentre et l'argent qui sort de votre compte. Et d'autre part, de ne pas connaître les mécanismes d'épargne financière. Donc on est déjà sur un étage, là où on traite du stock cette fois-ci, du patrimoine. Donc voilà pour l'état des lieux. Combien de personnes sont concernées par cela? Je ne sais pas. Donc l'illettrisme, c'est 2,5 millions. L'illettrisme financier, c'est beaucoup plus. C'est pas forcément un problème d'ailleurs intellectuel ou culturel. Vous avez des gens qui peuvent avoir des résistances, ne serait-ce que par rapport avec les chiffres. D'accord. Oui. Et qui peuvent ne pas être à l'aise. Et ça concerne énormément de monde, bien évidemment. Quand on dit que ça va jusqu'à l'épargne financière, on parle de placement et d'investissement à ce niveau-là ou pas encore? Bien sûr, parce que là on parle de stock. Oui. La maîtrise du budget sont les flux, combien je gagne et combien je dois dépenser, gérer ses dépenses et créer une adéquation entre ses dépenses et ses revenus. L'épargne financière, c'est autre chose. Là, on parle du stock, c'est comment optimiser au mieux ses revenus et son épargne. Éric Pinon, si le sujet est géré au sein de l'AFG, c'est que l'AFG a fait ce constat aussi, peut-être qu'il y avait besoin d'amener toujours plus de connaissances financières vis-à-vis d'un certain nombre d'épargnants? Oui, comme ça vient d'être dit, il y a la partie gestion des budgets, donc le flux, et la partie des stocks. Nous, on s'est beaucoup occupé, par exemple, au moment de la loi Pacte, avec la mise en place de ce qu'on appelle le PER, donc le plan d'épargne retraite, de la notion du financement long terme, de la capacité aux gens de comprendre que la vie est plus longue, malheureusement parfois la fin de vie est compliquée et coûteuse, mais s'ils ne se préoccupent pas de leurs moyens, ils auront un vrai problème. Alors, donc préparer sa retraite. Oui. Accepter l'idée que je prépare ma retraite moi-même. Mais comme je dis en boutade, une partie des gens, la génération qui est en train de nous quitter, j'allais dire celle de mes parents qui ont 90 ans, effectivement, on leur a dit, dans l'ordre d'entrée en scène, l'éducation, la santé et la retraite, ne vous en occupez pas, l'État s'en occupera. On a compris que malheureusement, l'État n'avait plus d'argent, ou du moins plus suffisamment d'argent. Et donc, pour revenir à la question, et nous, on s'y intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une mauvaise éducation financière, comme ça vient de très bien être dit, qui vient d'une mauvaise analyse de la vie, une mauvaise analyse des sujets, et que très souvent, ou trop souvent par exemple, et je travaille beaucoup avec l'AMF en particulier là-dessus, sur ces problèmes d'arnaque, sur ces problèmes de rêve tout haut, on est en train de faire des émissions, on en reparlera peut-être, pour éviter que certains, même des gens bien informés, les professions libérales de santé par exemple, qui finissent par se soucier de la fiscalité avant de se soucier du placement réel, nous on a dit il faut qu'on arrête ça. Pourquoi? Parce que voir des gens placer énormément d'argent depuis 2 ans sur les livrets A à 3% alors que l'inflation est à 5%, ça veut dire qu'ils ont une spoliation de leur épargne de stock, pour revenir à ce qui a très bien été dit, de 2% par an. Donc nous, on voudrait qu'ils comprennent que l'investissement long terme, que la prise en considération long terme, que la jeune génération que vous représentez, par rapport à nous, si je peux dire ça, en tous les cas par rapport à moi, c'est effectivement, attention, ne démarrons pas trop tard, parce que sinon, il va nous manquer quelque chose à la sortie. Philippe Bruno, ce qui est intéressant dans ce que dit Éric Pinon, c'est que les réflexes
sur le sujet investissement ne sont pas forcément les bons. C'est-à-dire le premier réflexe, ça va être la fiscalité, ou ça va être la spéculation, la volonté de gagner beaucoup d'argent, et peut-être le fait d'aller dans des arnaques, ou en tout cas d'aller dans quelque chose de tellement sûr qu'on va perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Donc c'est une mauvaise compréhension globale du mécanisme d'investissement et de création de valeur sur des sujets placement ou investissement. Tout à fait. Et là, si je prends ma casquette de président de cercle des fiscalistes, il est évident que beaucoup d'investisseurs, comme ça vient d'être dit, ont tendance à analyser, à avoir une appréhension d'un placement d'abord par le prisme fiscal avant d'avoir un impact sur le prisme financier. Ce qui est toujours le mauvais réflexe, on l'entend souvent quand même. On entend souvent que c'est le mauvais réflexe à avoir. Oui. On doit d'abord commencer à raisonner sur la rentabilité brute, puis ensuite sur la rentabilité nette, la différence entre les deux étant la fiscalité. Mais il faut d'abord voir quelle rentabilité brute peut être générée par un placement avant, bien évidemment, de voir son exposition à l'impôt. Sinon, on marche bien sûr, sur la tête. Oui. Sachant qu'il y a, pardon, je me permets de vous rajouter un petit point, c'est qu'il y a souvent, je critique personne, mais je fais des constats, un partage de cette défiscalisation qui est plutôt au profit du défiscalisateur que du défiscalisé. D'accord. Oui. C'est très important. Non, mais il faut dire les choses. Bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'on se préoccupe de ces sujets-là. Mais vous savez, il y a un chiffre qui m'a fait bondir. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, je me suis intéressé de loin. Je suis beaucoup moins investi que M. Pinon dans cette affaire, mais sur les problématiques d'illettrisme financier, j'ai un chiffre qui m'a fait bondir, c'est que si vous prenez la décennie 2010, donc juste après la crise, et que vous comparez la performance des actifs financiers, des épargnants qui ont plus ou moins 1 million d'euros, la différence est abyssale. D'accord. Si vous prenez ceux qui ont plus d'1 million d'euros, dont on peut subodorer qu'ils sont suivis, conseillés plus ou moins bien. En tout cas, ils sont conseillés. La performance moyenne sur 10 ans déflatée est de 69%. Donc à peu près 7% par an. Si vous prenez dans les banques, les analyses qui ont été faites dans les banques retail, sur les personnes qui ont moins d'1 million d'euros, vous arrivez à moins 6 sur la même période, 2010-2020. Vous êtes à moins 6 en tenant compte de l'inflation. Pourquoi ? Tout simplement parce que durant cette période de taux extrêmement bas, et où il y avait encore une légère inflation, les gens se plaçaient en livret A, et donc ils avaient, eux, une rentabilité nette qui était négative sur une décennie. Et là, on arrive sur un sujet très important de ce qui vient d'être dit, et ce qu'on constate, je confirme les chiffres qui viennent d'être évoqués, c'est que les gens riches, on va dire qu'1 million d'euros, c'est quand même des gens riches. Oui, bien sûr. On est dans une situation où ils ont la chance d'avoir deux choses. Peut-être le conseil. Nous avons fait une étude, d'ailleurs, l'AFG s'est beaucoup impliqué versus les projets de la Commission européenne sur ce qu'on appelle la RIS, le Retail Investment Strategy ou Value for Money, qui est poussé par la commissaire européenne, Madame McGuinness, et qu'on essaye de corriger en disant, attention, si vous faites trop de sélection, vous allez priver la clientèle moyenne gamme, voire petit épargnant, de conseils. Et l'autre point important qu'il faut qu'on sait bien, tous les deux, pour l'avoir fait en banquier ou en gérant que nous sommes, c'est la durée d'investissement. Beaucoup de gens ont des visions trop courtes. Et comme ils ont des visions trop courtes, ils font des placements liquides, disponibles, mais ils oublient, et les chiffres qui viennent d'être évoqués sont un triste constat, c'est que si vous avez du temps, les à-coups, et Dieu sait qu'il y en a des à-coups, peuvent être effectivement plus facilement supportés. Bien sûr, à la sortie, vous sortez un +7, là où si vous faites trop court terme... Mais là, on touche presque un sujet d'égalité entre différents types de patrimoine. Est-ce que ça peut se régler, par exemple, je ne sais pas moi, avec des cours à l'école, avec des stages Nicolas, c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement le projet de l'État français et de la Banque de France en particulier, avec un projet qui s'appelle EducFi, sur lequel le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation et le ministère des Solidarités se rendent compte de ces écarts qui viennent d'être évoqués, qui sont très important à rappeler, et nous travaillons tous, la FGI travaille, moi-même je fais par exemple depuis 3 ans des réunions avec ce qu'on appelle le SNU, le service national universel, que M. Attal avait mis en place, ce que je ne savais pas d'ailleurs, mais qui veulent universaliser, et on y passe des heures à expliquer aux jeunes, 16 à 20 ans, qu'ils vont devoir épargner versus le flux, là on parlait tout à l'heure, et que quand ils auront épargné, qu'ils fassent très attention à la notion de la gestion du stock. Et pour revenir à l'égalitaire, moi je suis très frappé, je l'ai déjà dit ici, je crois Nicolas, que des gens viennent pleurer sur les performances d'LVMH, sur les coupons du CAC 40, alors qu'ils n'en ont pas. C'est pas parce que les entreprises gagnent de l'argent qu'il faut critiquer les entreprises. Il faut se dire, pourquoi moi j'ai pas du LVMH ? Si les gens faisaient du LVMH, ils auraient la même performance au prorata de leur détention d'LVMH que Bernard Arnault. Apprendre à gérer son budget et apprendre effectivement à
peut-être acquérir le réflexe d'aller faire des investissements également, quoi. Ce sont en fait ce sont deux problématiques différentes qui, selon moi, doivent être gérées par des interlocuteurs un peu différents. La problématique budgétaire, qui est à prendre sur les flux, qui est d'apprendre à gérer des budgets, ça, je dirais que... Enfin, moi, à mon époque, on avait des cours d'instruction civique, je crois. D'accord. Et on nous apprenait ça, donc dans les années tout début 70, on va dire. On nous apprenait ça. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, et je crains que non. On apprenait dans les cours d'instruction civique à gérer un budget. D'accord. On vous apprenait ce que c'était qu'une constitution, etc. Mais il y avait aussi quelques éléments de calcul, d'accord, ce que c'était le budget d'un ménage. Mais le premier conseil du budget, le premier conseil du budget, c'est dépense moins que tu gagnes. Oui, bien sûr. On le dit pas. Et ça, c'était dans les cours. On savait faire la différence entre les entrées et les ressources. Ensuite, en ce qui concerne l'épargne financière, donc je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc le premier, ça relève donc de l'éducation nationale, pour faire simple, le ministère de l'Éducation nationale. Pour les bases. Pour les bases. En ce qui concerne la gestion des stocks, c'est-à-dire l'épargne financière, là, ça relève plus de Bercy et du ministère, bien évidemment, de l'économie. Parce que derrière, il y a les acteurs de la finance qui doivent, à mon avis, entrer en jeu, probablement le régulateur ou les régulateurs aussi, bien évidemment, qui doivent regarder ça pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans la manière bien sûr, parce que j'entends ici les cris d'orfraie. On dira, oui, mais alors, si les banques et les assureurs commencent à faire de la formation, ils vont nous vendre leur... Non, c'est pas le sujet. Donc tout ça doit être bien évidemment suivi par les régulateurs, mais je pense que ce sont les mieux à même de faire, et il faut les imposer, parce que c'est aussi leur intérêt à eux d'orienter l'épargne. On a une épargne qui est magnifique en France, un taux d'épargne qui est très élevé, quantitativement parlant, mais qualitativement parlant, c'est un désastre. Il y a beaucoup trop de produits dits réglementés, de livrets réglementés, et pas assez d'actions. Pas assez de quoi? De financement de l'économie réelle, si tant est qu'on peut dire que le livret A ne finance pas l'économie réelle, mais pas assez de financement des entreprises, par exemple, ou de l'économie? Oui, pas assez de produits long terme, ça a été évoqué il y a un instant. Alors le pacte 2 essaie justement de modifier, on est en train de discuter, là, entre autres, à l'Assemblée, mais sur les textes comment optimiser 4 ans après, comment voir comment s'est comporté le PER, comment il a été vendu, à qui, pour quelles raisons, et comment est-ce qu'on peut un peu optimiser ce produit. Pas simple, parce qu'on dit qu'on avait simplifié ce produit, mais là aussi, il faut dire qu'on a des produits d'épargne qui sont un petit peu complexes. Certaines personnes, leur appréhension peut être assez complexe. On dit que le PER, on l'a simplifié. Non, on a mis 4 produits en un, et puis on a fait des sous-produits qui en fait revient au même taux de complexification, mais de complexité, pardon. Mais donc là aussi, il y a un travail, et c'est un travail d'éducation et de pédagogie auprès du plus grand nombre. Et Éric Pinon, pour finir rapidement, alors il y a ce travail de pédagogie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un travail de simplification des produits de la part de l'industrie financière? C'est possible? Totalement. Je crois qu'on essaye de faire des produits compliqués qui vont finir par peut-être répondre à des attentes de gens cultivés, mais faisons déjà, alors la grande phrase à l'autorité des marchés financiers, c'est les produits vanille. Alors j'ai jamais compris pourquoi le parfum vanille était meilleur que la fraise ou la framboise, mais indépendamment de ce détail, oui, il faut faire des produits simples. Le livret A est un produit simple. Le produit de placement action est un produit simple. Mais par contre, si on commence à faire des produits complexes, si on commence à faire des produits réservés, parce que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'une partie des produits intelligents et qui font de la performance, ils sont réservés à ce qu'on appelle de la clientèle considérés comme professionnels ou quasi professionnels, avec des minimums d'investissement de 100 000 euros. Mais c'est beaucoup d'argent. 1 million, c'était beaucoup, mais 100 000, c'est également beaucoup. Donc tous ces éléments-là vont, par rapport à la question posée, vers, pour nous, producteurs produits, sociétés de gestion, de faire des produits simples en permettant et aux clients finaux et aux clients intermédiaires que sont les distributeurs, réseau ou CGP-CIF, d'avoir des produits faciles à vendre, faciles à comprendre, parce que la clientèle qu'ils ont en face d'eux est malheureusement pas suffisamment éduquée et il va falloir qu'on y travaille encore plus dans les années à venir. Merci beaucoup Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG. Merci Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.